ministre russe des Affaires étrangères au Zimbabwe. Elle s'inscrit dans le cadre de sa tournée africaine. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale demande la libération d'Amadou Vamoulke, l'ancien directeur général de la radio et télévision camerounaise. Puis libération d'un moine bouddhiste ultranationaliste influent en Birmanie. Il a purgé 3 mois de prison. Vous êtes bien sûr Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. En tournée africaine cette semaine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé ce mercredi à Harare au Zimbabwe pour des entretiens bilatéraux et économiques. Il faut dire que Sergueï Lavrov est le premier responsable russe de haut rang à se rendre dans ce pays depuis la démission forcée en novembre dernier du président Robert Mugabe après 37 années de règne. Voici le reportage. En visite au Zimbabwe, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré à Harare le nouveau président Emmerson Mnangagwa avec qui il a discuté des moyens de renforcer les relations entre leurs deux pays. Au cours de cette visite, Sergueï Lavrov a transmis au chef de l'État un message spécial du président russe Vladimir Poutine dans lequel ce dernier exprime le soutien de la Russie aux efforts de la nouvelle administration zimbabwéenne pour stabiliser la situation politique interne et reconstruire l'économie. Sergueï Lavrov a également souligné que la Russie maintient sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures de tout pays et qu'elle n'interviendrait donc pas dans les affaires politiques et domestiques du Zimbabwe, qui doit organiser des élections en milieu d'année. C'est au peuple zimbabwéen ainsi qu'à la population de tous les pays et nations de décider de leur propre avenir et je crois que c'est ce que le peuple zimbabwéen va faire lors des élections de juillet pour exprimer son opinion. Au cours de cette visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, 3 accords de coopération dans les domaines de l'industrie et du commerce, de la modernisation de l'agriculture zimbabwéenne et la création d'une zone industrielle russe ont été signés. Direction le Cameroun, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale demande la libération sans condition d'Amadou Vamoulke, l'ancien directeur général de la radio et télévision camerounaise. Pour rappel, il est incarcéré à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui, depuis le 29 juillet 2016 pour une affaire de détournement de deniers publics d'un montant de 3 puis de 25 milliards de francs CFA pour sa gestion à la tête de la chaîne. Le reportage est signé Narcissoum. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, a organisé dans la ville de Douala une conférence de presse pour dénoncer et qualifier de fallacieux la détention depuis quelques mois à la prison centrale de Kondengui d'Amadou Vamoulke, journaliste et ancien directeur de la Cameroun Radio and Television. Ce réseau exige la libération sans délai de Vamoulke, qui bénéficie d'un statut d'inculpé libre selon l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies. Le connaissant avec sa probité morale, nous pensons qu'il est illégalement et arbitrairement arrêté. Et c'est pour cela qu'on vous a convié pour dire qu'il faudrait que les juges disent le droit pour qu'il soit libéré, sans condition. On l'exige et on le demande avec toute notre dernière énergie qu'il soit libéré. L'ONG de défense des droits humains en Afrique centrale souligne que l'ancien directeur général de la CATV est victime d'un procès illégal sans charge réelle et sérieuse, otage du pouvoir judiciaire soumis à un harcèlement moral. Mais une chose est certaine, le procès de Vamoulke n'est pas un procès ordinaire de détournement de deniers publics. Voilà. Il est tout sauf un procès de droit commun. Arrêté puis incarcéré à la prison centrale de Yaoundé Kondengui depuis le 29 juillet 2016 pour une affaire de détournement de deniers publics d'un montant de 3, plus de 25 milliards de francs CFA, Amadou Vamoulke, le natif du département de Mayo-Danaï, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, a toujours clamé son innocence. Depuis le début de cette année, une dizaine de ses anciens collaborateurs
ont eux aussi été écroués dans la même prison pour coercion. Direction le Bénin où la mobilisation contre la gouvernance actuelle s'intensifie. Une marche du FSP entendait le Front pour le sursaut patriotique prévu ce jour a été finalement dispersée par les forces de défense et de sécurité. Le point, ce sera avec Johannes Toanou et Kevin Achaoui. Les militants et sympathisants du Front pour le sursaut patriotique ainsi que ceux de plusieurs partis d'opposition et la société civile ne s'attendaient sans doute pas à un tel accueil. Alors que la marche dans le cadre de sa première journée nationale d'action était autorisée, les manifestants déployés en masse à la place de l'Étoile Rouge en plein cœur de Cotonou pour crier leur ras-le-bol face à la gouvernance en place se sont heurtés aux éléments de la police républicaine. Et vous savez que nous faisons ça pour vous. Aujourd'hui et demain. L'itinéraire que vous avez choisi, du point de vue sécuritaire, n'est pas bon. Et nous c'est notre job d'assurer la sécurité de vous-même et des autres citoyens qui doivent aller au boulot, qui doivent vaquer à leurs préoccupations. Je veux que ça change. C'est pourquoi je dénonce aujourd'hui les altercations qu'il y a eu. Moi, je pensais que Togoula pouvait être remis à la raison. Mais il est resté toujours un zélé. Donc il aurait pu laisser les gens, comme la dernière marche, il aurait pu laisser les gens passer. La marche pacifique qui était annoncée s'est très vite transformée en affrontement en raison d'un différend lié au respect de l'itinéraire autorisé par la préfecture. Des barricades de pneus ont également été incendiées dans le centre-ville. Il faut qu'on lutte pour tout le monde. Il faut qu'on se batte pour maintenir le droit de grève, pour maintenir le droit de maintenir les acquis et de lutter pour qu'il y ait satisfaction des revendications. Un pouvoir qui envoie la troupe contre son peuple, c'est un pouvoir criminel. Il a déjà montré qu'il est un pouvoir criminel en confisquant le salaire de l'instituteur, de l'agent de santé, pendant 15 jours, donc plus de la moitié du mois, sans se préoccuper de ce que les femmes, les enfants qui seront malades, comment ils vont être soignés. Ça, c'est un crime contre l'humanité, parce que c'est un crime de masse. Aujourd'hui, le pouvoir de Talon a pris peur à Cotonou et a chargé la jeunesse. Le Front pour le sursaut patriotique a promis maintenir la pression jusqu'à satisfaction de toutes ces revendications. En Birmanie, un des moines bouddhistes ultranationalistes les plus influents du pays est sorti de prison ce vendredi. Et ce, après avoir purgé une rare peine prononcée contre un moine pour l'organisation d'une manifestation anti-Rohingya à Rangoon en 2016. Voici les précisions. Remise en liberté pour un des moines bouddhistes ultranationalistes les plus influents de Birmanie. Écroué pour avoir organisé une manifestation anti-Rohingya à Rangoon en 2016, Parmoka vient de purger une des rares peines prononcées contre un moine dans ce pays. Il avait été condamné en novembre 2017 à 3 mois de réclusion. Membre fondateur du mouvement extrémiste bouddhiste Mabata, le moine birman répondait des chefs d'accusation d'incitation à la violence et trouble à l'ordre public pour une manifestation organisée devant l'ambassade des États-Unis en avril 2016. Les nationalistes bouddhistes reprochent à Washington l'usage du mot Rohingya, les membres de cette minorité musulmane apatride étant qualifiés de Bangladais en Birmanie pour souligner le fait qu'ils sont vus comme des immigrés illégaux du Bangladesh. Des civils bouddhistes nationalistes sont accusés d'avoir participé à ce que les Nations Unies qualifient d'épuration ethnique par l'armée contre la minorité Rohingya. Près de 700 000 d'entre eux ont dû fuir au Bangladesh voisin depuis août 2017. Et dans le souci de protéger les étudiants des fusillades récurrentes dans les écoles américaines, certaines écoles se sont équipées en fournitures par balles aux États-Unis. Pendant ce temps, le débat politique sur le renforcement des lois sur les armes à feu et l'armement du personnel enseignant continue de diviser le pays. Reportage. Cours de mathématiques dans une école privée du Maryland. Linda Bragg, la professeure, a inscrit sa pensée du jour sur un tableau d'apparence ordinaire. Mais en cas d'attaque, elle est prête à s'en saisir.
J'attraperai mon tableau que je tiendrai comme ça, près de la porte, si j'en avais besoin. Mais j'espère ne jamais avoir à l'utiliser. Le tableau est par balle et doit pouvoir servir de bouclier en cas d'irruption d'un tireur. Dans cette école, chaque classe en est équipée. L'entreprise à l'origine de ce tableau est l'un des leaders mondiaux de la protection par balle. Elle équipe notamment l'armée et la police américaine. Depuis la fusillade de Sandy Hook, qui avait fait 26 morts dans une école en 2012, elle a développé une dizaine de produits scolaires. Panneaux mobiles, tablettes, bloc-notes ou encore ces plaques d'1,5 kg à glisser dans les sacs à dos. C'est une plaque qui peut résister au fusil d'assaut. Elle est environ 3 fois plus épaisse et arrêtera beaucoup plus de balles. Les 2 plaques peuvent facilement être placées dans un sac à dos. Les prix varient de 75 $ la plaque pour sac à dos à 1 000 $ pour le tableau blanc. Dans l'école du Maryland où ils ont été installés, leur présence rassure en partie les parents d'élèves. Le simple fait de savoir que ça existe et qu'ils ont ça en classe, c'est un énorme réconfort pour tous les parents ici. Je pense que c'est une façon proactive de réfléchir au problème et de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. La fusillade, qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride le mois dernier, a boosté les ventes de ces produits et relancé le débat sur les armes à l'école. Certains parents ne rejettent plus l'idée d'y voir du personnel armé. On a des agents de sécurité dans les banques, les bâtiments officiels. Je pense que les élèves méritent la même sécurité. Mais je ne sais pas si j'aimerais armer les enseignants. Pour le moment, pas de portique ni de gardes armés pour sécuriser les 500 élèves de l'école qui n'a jamais été confrontée à une attaque. Aux États-Unis, le nombre de fusillades de masse dans les écoles n'augmente pas depuis les années 1980, mais elles font désormais davantage de victimes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, au revoir.